Je n'aurais jamais dû ouvrir ce coffre. Tout ce que j'ai cru savoir sur ma famille était un mensonge. Et si mon père n'était pas celui que je croyais? Et si ma mère avait aimé quelqu'un d'autre, en secret? Ce journal intime, c'est une bombe à retardement. Et maintenant qu'elle est déclenchée, je ne peux plus faire marche arrière. Introduction. Emma n'avait jamais cru au secret. Elle était de celles qui pensaient que tout finit par se savoir. Infirmière de profession, 29 ans, méthodique, généreuse mais lucide, elle avait toujours vécu dans l'ombre discrète d'une mère aimante, Marie, et d'un père autoritaire, Paul, qu'elle respectait plus qu'elle ne l'aimait. Depuis l'enfance, elle avait appris à composer avec ses silences, ses absences, et cette tension permanente qui flottait dans la maison sans jamais éclater. Leur petite maison en périphérie de Lyon avait toujours été bien rangée, presque trop propre, le genre de lieu où l'on cache les émotions sous les tapis, où les murs ont entendu plus de non-dits que de cris. Alors, quand Marie est morte subitement d'un AVC, quelque chose s'était effondré en Emma. Une faille, invisible aux yeux des autres, s'est ouverte. C'est en vidant la chambre de sa mère, quelques jours après l'enterrement, qu'elle a découvert le vieux coffre en bois, au fond du placard, dissimulé derrière des couvertures de laine. Le cadenas avait rouillé, mais le bois était encore tiède, comme s'il avait été récemment touché. À l'intérieur, parmi quelques photos, des lettres pliées avec soin, reposait un carnet en cuir brun, un journal intime, celui de sa mère. Emma n'avait pas prévu de le lire, pas tout de suite. Elle l'avait glissé dans son sac, comme on volerait une relique. Ce n'est que tard, un soir d'insomnie, que les premières lignes l'ont happée. Ce qu'elle a lu cette nuit-là allait changer sa vie, et tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même. Chapitre 1. Le murmure du cuir. Emma s'était assise au bord de son lit, le carnet de cuir posé sur ses genoux. Le silence de l'appartement semblait plus lourd que d'habitude. Même le tic-tac de l'horloge s'était fait discret, comme s'il respectait l'instant. Elle avait hésité longtemps avant de l'ouvrir. Ce carnet, c'était tout ce qu'il restait de sa mère, et en même temps, elle pressentait qu'il allait ouvrir une porte qu'elle n'était peut-être pas prête à franchir. Les premières lignes étaient banales, des souvenirs de jeunesse, des petites tracas de la vie quotidienne, des listes de courses, des observations sur le jardin. Mais très vite, quelque chose avait changé dans l'écriture. Les phrases devenaient plus nerveuses, les mots plus chargés. Et puis, un nom est apparu. Un prénom, noté en marge, entouré maladroitement de cœurs. Lucien. Emma s'était arrêtée. Elle avait relu le passage plusieurs fois. Lucien. Ce prénom ne lui disait rien. Ce n'était pas le nom de son père. Ce n'était pas celui d'un oncle ni d'un cousin. Elle avait poursuivi, ligne après ligne, jusqu'à ce que la nuit devienne matin. Dans une entrée datée du 4 avril 1992, un an avant sa naissance, sa mère écrivait « Je suis enceinte. Je n'ai encore rien dit à Paul. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas possible. C'est Lucien. Je le sais. Je le sens. Mais comment l'avouer? Comment détruire ce que j'ai mis des années à construire ?» Emma avait cessé de respirer. Son cœur cognait dans sa poitrine. Elle avait refermé brusquement le carnet, comme si les mots allaient s'échapper et devenir réels. Elle n'osait plus bouger. Tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle croyait stable, venait de s'effondrer en silence. Son père n'était peut-être pas son père. Le jour s'était levé sur Lyon, terne et gris. Les volets fermés filtraient une lumière triste, comme en écho à son état. Emma s'était levée mécaniquement, avait bu un café amer, les mains tremblantes, puis elle avait repris le carnet, comme attirée par une force qu'elle ne contrôlait pas. Il lui fallait savoir. Chaque page devenait une pièce d'un puzzle terrifiant. Sa mère y parlait d'un amour interdit, d'un homme plus jeune, rencontré lors d'une formation en soins palliatifs. Un homme brillant, passionné, doux, mais marié. Lucien. Leur relation avait duré plusieurs mois, dans l'ombre. Puis elle était tombée enceinte, et avait choisi de se taire. Paul n'a jamais rien su, ou peut-être que si. Emma se rappelait maintenant certains regards, certains silences pesants entre ses parents, des colères froides, inexplicables, une distance. Elle avait mis ça sur le compte du temps, de la fatigue, des habitudes. Mais si Paul avait deviné, si, depuis tout ce temps, il vivait avec un soupçon empoisonné. Elle avait besoin de réponses.
Le journal s'arrêtait brutalement en 1996, quelques mois après sa naissance, comme si sa mère, ayant tout consigné, avait décidé de tout enfouir. Le reste était silence, mais Emma ne pouvait plus faire marche arrière. Elle devait comprendre, savoir qui était Lucien, et surtout, s'il était encore en vie. Chapitre 2. Le prénom de l'oubli. Emma passa la journée suivante dans un état second. Elle était allée travailler à l'hôpital comme à son habitude, son badge autour du cou, le sourire mécanique, les gestes précis. Mais derrière chaque mot adressé à un patient, chaque injection, chaque prise de tension, se dissimulait une question lancinante. Qui était Lucien? Où était-il aujourd'hui? Était-il au courant de son existence? Dans le vestiaire, entre deux gardes, elle feuilletait les pages du journal, son téléphone à la main. Aucun nom de famille, aucune adresse, juste Lucien et quelques détails épars. Il travaillait dans une clinique privée à l'époque. Il aimait les livres de Julian Green. Il conduisait une vieille Citroën DS et il avait une cicatrice au coin de l'œil gauche, souvenir d'un accident de vélo à 13 ans. C'était peu, trop peu. Mais elle ne pouvait pas abandonner. Ce soir-là, elle s'assit devant son ordinateur portable, déterminée à remonter le fil. Elle chercha d'abord les archives des formations en soins palliatifs à Lyon au début des années 90. Rien d'immédiat. Elle explora les réseaux sociaux, les forums d'anciens soignants, les bases de données publiques. Elle entra tous les Luciens liés au domaine médical. Des dizaines de profils apparurent. Trop jeunes, trop vieux, morts. Et puis, au bout de 2 heures, elle tomba sur une annonce nécrologique vieille de 3 ans. Lucien Renaud, médecin retraité, ancien praticien à la clinique Saint-André, est décédé le 14 mars 2020 à l'âge de 61 ans. Le cœur d'Emma se serra. Et si c'était lui? Elle cliqua sur l'avis complet. Une photo en noir et blanc l'accompagnait. Un visage doux, des yeux clairs, un regard mélancolique. Et au coin de l'œil gauche, une cicatrice, une fine ligne pâle. Elle recula, abasourdie. C'était lui. Il était mort. Mais un détail attira son attention. L'avis mentionnait. Il laisse derrière lui une épouse, Colette, et une fille, Léa Renaud. Emma resta figée. Une fille. Cela voulait dire qu'elle avait une demi-sœur. Quelqu'un qui, peut-être, portait une partie de son histoire, de son visage, de son sang. La nuit tomba sur l'écran bleu de son ordinateur. Emma ne dormit pas. Elle relut encore et encore cette ligne. Léa Renaud, inconnue, proche. Elle laissa son ordinateur allumé, le regard perdu, la gorge nouée. À l'aube, elle ouvrit une page blanche sur son téléphone et écrivit. « Bonjour Léa, je m'appelle Emma. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Je crois que nous avons un lien. J'ai besoin de vous parler. Pouvez-vous me répondre ?» Elle hésita, relut le message 10 fois, puis l'envoya. Un instant suspendu. Rien ne se passa. Le message partit, puis fut marqué « lu » 1 minute plus tard. Mais aucune réponse. Emma attendit toute la journée. Chaque vibration de son téléphone faisait bondir son cœur. À chaque fois, ce n'était pas Léa. Et puis, vers 20h36, une notification s'afficha. « Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous me voulez. Merci de ne plus me contacter. » Emma sentit le sol se dérober sous ses pieds. Chapitre 3. La fille de l'ombre. Le message de Léa résonnait dans la tête d'Emma comme un coup de poing invisible. Ce refus sec, glacial, tranchait net toute possibilité de dialogue. Pourtant, elle savait. Elle en était convaincue. Ce rejet, cette peur presque palpable entre les lignes, c'était la réaction de quelqu'un qui pressentait la vérité, mais n'était pas prêt à l'entendre. Emma relut la réponse encore et encore. Une phrase, une seule, suffisante pour créer un mur. Elle posa son téléphone sur la table, s'appuya contre le dossier du canapé et laissa ses larmes couler. C'était la première fois qu'elle pleurait depuis la mort de sa mère. Une douleur sourde, profonde, remonta depuis ses entrailles. Ce n'était plus seulement un deuil, c'était une trahison, une fracture identitaire, une vérité interdite venue s'insinuer dans les fondations de son existence. Mais elle ne pouvait pas renoncer. Pas maintenant. Le lendemain, elle reprit sa recherche. Elle découvrit que Léa travaillait comme enseignante dans un lycée de Grenoble, mariée, sans enfant,
Active sur un blog littéraire, discrète sur les réseaux sociaux, le genre de femme que l'on ne remarque pas tout de suite, mais dont la profondeur se révèle dans les silences. Emma hésita. Devait-elle la rencontrer? S'inviter dans sa vie, en risquant de la briser un peu plus? Elle se rendit pourtant à Grenoble 3 jours plus tard, sans prévenir personne. Le train traversa des paysages de montagnes enneigées, mais elle ne vit rien. Elle fixait son reflet dans la vitre, traquant des traits inconnus dans son propre visage. Était-ce son nez, qui venait de Lucien? Ses yeux, sa voix? Elle ne le saurait jamais. En sortant de la gare, le vent cingla son visage. Elle se dirigea vers le lycée, observa les élèves entrer, bavarder, rire, et puis, au loin, elle la vit, Léa. Elle portait un manteau vert foncé, ses cheveux attachés en un chignon désordonné, un sac usé en bandoulière. Elle marchait vite, regardait droit devant elle. Emma la suivit à distance. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait. Une preuve? Un déclic? Elle n'avait aucun plan. Elle voulait juste voir, constater, sentir. Elle la suivit jusqu'à un petit café, où Léa s'installa seule à une table du fond, ouvrit un carnet et se mit à écrire. Emma poussa la porte du café. L'odeur du café chaud et de bois ancien l'envahit. Elle s'avança, lentement, le cœur battant. Et soudain, Léa leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Un frisson parcourut Emma. Dans ses yeux clairs, elle vit un éclat familier, une tristesse jumelle, une distance instinctive. Léa fronça les sourcils, referma son carnet et se leva brusquement. Elle s'apprêtait à sortir quand Emma, prise d'une impulsion incontrôlable, lui dit « Tu ne sais pas qui je suis, mais je crois que tu devrais. Je suis la fille de Lucien. » Léa s'immobilisa, son visage blêmi. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Son regard devint froid, tranchant. « Vous êtes folle. Mon père n'a jamais eu d'autre enfant. C'est une erreur, une blague de mauvais goût. Foutez-moi la paix. » Elle sortit du café sans se retourner. Emma resta là, figée, sous les regards curieux des clients. Une serveuse s'approcha pour lui demander si tout allait bien, mais elle ne répondit pas. Elle était vide, seule au milieu de cette tempête intérieure. Mais dans ce chaos, une certitude brûlait. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait été semée, et elle finirait par germer. Chapitre 4. Ce que l'on n'enterre jamais vraiment. Les jours suivants furent les plus longs de la vie d'Emma. Elle errait entre son travail, ses trajets mécaniques, et les souvenirs qui refaisaient surface sans prévenir. Chaque coin de rue, chaque visage inconnu, lui rappelait désormais ce prénom. Lucien. Ce nom que personne ne lui avait jamais prononcé. Ce père qui n'avait pas été là. Ce lien invisible qui flottait entre elle et Léa comme une corde tendue, prête à rompre. Elle n'attendait plus de réponse. Elle n'espérait plus rien. Et pourtant, chaque fois que son téléphone vibrait, elle sursautait. Une semaine passa. Puis, un soir, alors qu'elle sortait de l'hôpital, trempée par une pluie d'automne, elle reçut un message. « J'ai parlé à ma mère. Elle m'a tout confirmé. Tu dis la vérité, mais je ne suis pas prête. » Emma relut ce message des dizaines de fois. Pas prête, mais elle savait. Léa savait désormais, et c'était déjà énorme. Ce soir-là, Emma se permet un verre de vin, seule, dans sa cuisine. Elle alluma une vieille playlist que sa mère écoutait souvent, du Barbara, du Brel, des chansons qui sentèrent la nostalgie et les secrets tuent. Elle regardait le carnet posé sur la table, usé, couvert de traces de doigts. Elle en connaissait presque chaque ligne par cœur. Mais une question restait sans réponse. Pourquoi sa mère avait-elle tout écrit? Pourquoi avoir laissé ce journal, ce poison à retardement, plutôt que de brûler chaque page? Elle repensa à son enfance, au regard de sa mère, parfois lourd de regrets, à ses absences brèves mais fréquentes, à ses larmes qu'Emma avait surprises parfois, quand elle rentrait plus tôt de l'école. Et si Marie avait voulu qu'elle sache, si elle avait laissé ce carnet pour qu'Emma puisse enfin comprendre, la vérité avait toujours été là, juste bien dissimulée. Le lendemain, Emma décida de faire quelque chose qu'elle n'avait pas osé jusqu'ici. Elle se rendit au cimetière de Chazelles, là où Lucien Renaud reposait. Une pierre simple, sobre, couverte de feuilles humides. Elle resta longtemps debout devant, incapable de parler,
les mains crispées autour d'un bouquet de fleurs blanches. Puis, tout doucement, elle s'assit, et parla. Elle parla comme on vide une valise trop lourde. Elle lui raconta son enfance, ses doutes, la peur qu'elle avait ressentie en lisant le journal, l'envie folle de savoir qui elle était vraiment. Elle ne demanda pas de compte. Elle ne lui en voulait pas. Elle voulait juste comprendre pourquoi il n'avait jamais cherché à la connaître. Mais une réponse, elle ne l'aurait jamais. Et c'était ça, le plus cruel. En partant, elle croisa une femme âgée qui déposait des roses rouges sur une tombe voisine. Elle lui sourit. La femme l'observa longuement, puis s'approcha doucement. « Vous êtes Emma, n'est-ce pas ?» Emma se figea. « Vous me connaissez ?»« J'étais l'amie de votre père, de Lucien. Il parlait souvent de vous. Sans dire votre prénom. Il écrivait des lettres qu'il ne postait jamais. Il vous observait de loin. Il savait pour vous. Il vous aimait. Mais il pensait qu'il n'en avait pas le droit. » Emma sentit ses jambes fléchir. La femme posa une enveloppe pliée contre son cœur, puis la lui tendit. « Il m'a demandé de vous la remettre. Si un jour vous veniez. » Chapitre 5. Les mots qu'on n'écrit qu'une fois. Emma n'osa pas ouvrir la lettre tout de suite. Elle la serrait dans sa main comme une chose sacrée, fragile, prête à se briser au moindre geste brusque. La vieille femme, qui s'était présentée sous le nom de Madeleine, l'observait en silence, comme si elle comprenait la déflagration invisible qui venait de se produire. « Il avait peur, vous savez, » dit-elle doucement. « Pas de vous, de lui-même, de ce que cela ferait à votre mère, à sa fille, à sa propre vie. Il n'a jamais cessé de vous aimer, même à distance. Il suivait votre vie discrètement, autant qu'il le pouvait. Il disait souvent que vous aviez ses yeux. » Emma sentit une larme chaude rouler sur sa joue. Elle remercia Madeleine d'une voix faible, puis s'éloigna lentement du cimetière, la lettre serrée contre elle. Chaque pas résonnait comme un écho de ce qu'elle venait de découvrir. Ce n'était plus une quête de vérité. C'était un adieu, un lien posthume, tissé à travers le temps, les silences et les regrets. De retour chez elle, elle alluma une bougie, s'assit à sa table et ouvrit l'enveloppe. Le papier était jauni, plié plusieurs fois. L'écriture était fine, penchée, un peu tremblante par endroits. Elle lut. « Ma chère Emma, je ne sais pas si ces mots te parviendront un jour. Peut-être que non. Peut-être que le destin ou la lâcheté m'en empêchera. Mais je dois te les écrire. Pour moi. Pour toi. Pour elle. J'ai appris ton existence par Marie. Le jour où elle me l'a annoncé, j'ai ressenti un mélange de vertige, de peur, de bonheur fou. Je n'étais pas un homme libre, pas un homme courageux non plus. J'ai cru qu'il valait mieux rester dans l'ombre, laisser Paul te donner le cadre, la stabilité que je ne pouvais pas t'offrir. Mais sache que je t'ai aimé dès le premier instant, d'un amour que je ne comprenais même pas. J'ai gardé chaque photo qu'on me montrait, chaque article où ton nom apparaissait, chaque détail sur ta vie que je pouvais glaner. Je sais que tu es infirmière, que tu prends soin des autres comme ta mère le faisait. Je suis fier de toi, Emma. Tu n'es pas de moi uniquement par le sang, mais par l'âme. Pardonne-moi de n'avoir jamais eu le courage de venir à toi. Ce n'est pas toi que j'ai fui, c'est le poids de mes fautes. Mais aujourd'hui encore, je rêve de te serrer dans mes bras. Si un jour tu lis ceci, je veux que tu saches, je t'ai aimé, et je t'aime encore, Lucien. Emma reposa la lettre avec une lenteur infinie. Le monde semblait figé. Elle ne pleurait plus, elle ne tremblait plus, elle ressentait une paix étrange, inattendue, une douleur apaisée par les mots que personne ne lui avait jamais dits. Cette nuit-là, elle dormit sans cauchemar, pour la première fois depuis longtemps. Le lendemain, elle écrivit un message à Léa. « Je ne te dérangerai plus, je te le promets. Mais sache que ton père était un homme bon, et qu'il nous aimait, toutes les deux, à sa manière. S'il te manque un jour, je serai là, sans pression, juste, là. » Elle n'attendit pas de réponse. Ce n'était pas le but. Le but, c'était de boucler une boucle, d'accepter les blessures, et d'apprendre à marcher avec elle. Elle posa la lettre dans une boîte, à côté du journal de sa mère. 2 vies, 2 amours, 2 silences. Et au milieu, elle. Chapitre 6. Le visage, derrière la glace. Quelques semaines avaient passé. Le calme était revenu dans la vie d'Emma, du moins en surface.
Le travail, les horaires décalés, les collègues, les patients, tout semblait avoir repris sa place. Mais quelque chose en elle avait changé. Une fissure nouvelle, mais aussi une solidité inattendue. Elle n'était plus tout à fait la même. Un matin d'hiver, alors qu'elle refermait son casier à l'hôpital, une collègue lui tendit une enveloppe. « Tu as reçu ça ce matin. Je crois que c'est personnel. » Emma la prit, intriguée. Aucune adresse, juste son prénom, écrit à la main. Elle reconnut l'écriture immédiatement. C'était celle de Léa. Elle ouvrit l'enveloppe avec précaution. Une lettre, courte, directe. J'ai relu le journal. Ma maman me l'avait montré il y a longtemps. Elle m'avait demandé de ne jamais en parler. J'ai compris pourquoi en lisant ton message. Je suis désolé pour ma réaction. Tu ne méritais pas ça. Peut-être pourrions-nous parler. Pas comme sœurs, pas encore, mais comme deux femmes qui portent les secrets des autres. Léa. Emma sentit son cœur se serrer. Une brèche venait de s'ouvrir. Une possibilité. Une main tendue, fragile, mais réelle. Elles se donnèrent rendez-vous dans un parc, à mi-chemin entre Grenoble et Lyon. Une journée glaciale, le vent sifflant entre les branches nues des arbres. Léa portait le même manteau vert. Emma, emmitouflée dans une écharpe de laine, avait le carnet de sa mère dans son sac. Elles marchèrent d'abord en silence. Puis Léa parla. « Tu lui ressembles, tu sais ? Surtout dans les yeux. C'est troublant. Je me suis souvent demandé si j'étais vraiment de lui. Maintenant, je n'ai plus de doute. » Léa hocha la tête. « Mon père n'était pas parfait. Mais je crois qu'il a fait ce qu'il a pu. Il avait ses peurs et ses lâchetés. Comme nous tous. » Elles s'assirent sur un banc. Le vent faisait danser les feuilles mortes autour d'elles. Emma sortit le journal et le tendit à Léa. « Je crois que tu devrais le lire en entier. Il y a des choses que même moi je n'ai pas su digérer. » Léa hésita, puis prit le carnet. Elle le serra contre elle. « Tu veux savoir quelque chose de fou ?» reprit-elle. « Enfant, je rêvais souvent d'une fille que je ne connaissais pas. Je la voyais dans mes rêves. On jouait ensemble. Je pensais que c'était un souvenir inventé. Mais maintenant... » Elle ne termina pas sa phrase. Les deux femmes se regardèrent longtemps. Il n'y avait plus de colère. Juste un vertige commun. Une connexion souterraine, née de la même racine. Avant de se quitter, Léa dit simplement « Peut-être qu'un jour, on pourra se revoir, repartir de zéro. » Emma sourit doucement. « Peut-être. Et ce jour-là, on pourra se dire tout ce que nos parents n'ont jamais su se dire. » Elles se quittèrent sans promesse, mais sans mur non plus. Et ce fut là, dans ce silence d'hiver, que commença enfin la fin du mensonge. Chapitre 7. Ce que Paul savait. L'hiver se fit plus mordant. Emma se sentait comme suspendue entre deux mondes, celui d'avant, régi par le silence, et celui d'après, où chaque parole comptait, chaque regard pesait. Elle pensait souvent à Léa. Elles échangeaient quelques messages, encore distants, encore hésitants. Mais le mur avait définitivement été fendu. Un dimanche matin, alors qu'elle rangeait des affaires dans le grenier familial, Emma tomba sur une vieille valise couverte de poussière. Elle l'ouvrit sans trop y penser. À l'intérieur, des vêtements d'enfant, des albums photos, quelques objets de bébé. Et puis, dans un coin, une enveloppe jaunie, fermée par un simple trombone. Sur l'enveloppe, il n'y avait qu'un mot. Emma. Son cœur s'arrêta net. Ce n'était pas l'écriture de sa mère. C'était celle de Paul, son père. Elle hésita longtemps. Puis elle s'assit sur la vieille malle et ouvrit l'enveloppe. 3 pages manuscrites. Une écriture ferme, droite, sans fioriture. Elle lut. « Emma, je ne suis pas un homme de parole. Je ne l'ai jamais été. Peut-être parce qu'on m'a appris, enfant, à taire ce qu'on ressent. Parce que parler, c'était dangereux. Faible. J'ai reproduit ça avec toi. Je t'ai élevé comme j'ai pu, avec mes limites, mes silences, ma raideur. Je n'ai jamais su te montrer que je t'aimais. Mais je t'aimais, à ma manière tordue, distante. Et je t'aime encore, même si je n'ai plus le droit de le dire. Je sais que tu as découvert la vérité. Ta mère croyait m'avoir tout caché. Mais je n'ai jamais été idiot. J'ai compris bien avant ta naissance. J'ai vu les regards, les absences, les gestes qui ne trompent pas. J'ai su. Et pourtant je n'ai rien dit, parce que je t'aimais déjà.
et parce que je n'avais pas la force de te perdre. Tu n'es peut-être pas mon sang, mais tu es ma fille, celle que j'ai portée sur mes épaules, celle que j'ai bercée quand elle avait de la fièvre, celle que j'ai vue apprendre à marcher, à lire, à se relever. Tu es la seule chose que j'ai réussi dans ma vie. Je t'écris cette lettre, parce que je sais que, tôt ou tard, la vérité finit par frapper. Et quand ce jour viendra, je veux que tu saches, je ne regrette rien, pas même le mensonge. Pardonne-moi si tu le peux. Sinon, vis. Vis pleinement. Pour toi, pas pour moi. Paul. Emma sentit sa gorge se nouer. Elle posa les feuilles sur ses genoux, les doigts crispés. Un tourbillon d'émotions l'envahit. Il savait depuis toujours. Et il avait choisi de l'aimer quand même, de la protéger, de se taire pour ne pas la briser. Ce n'était plus une simple histoire de sang, c'était une histoire de choix, de loyauté, de douleur muette. Elle descendit du grenier, encore tremblante. Elle retrouva une photo d'enfance sur le buffet du salon. Elle y était, petite, sur les genoux de Paul, riant à pleines dents. Il la regardait avec un mélange de fierté et de gêne maladroite. Ce regard, elle ne l'avait jamais vraiment vu, ou elle avait oublié. Elle pleura longtemps ce jour-là. Pas de tristesse, pas de colère. Elle pleura de reconnaissance, parce que malgré tout, elle avait été aimée, et qu'enfin, elle le comprenait. Chapitre 8. Ce que l'on choisit d'être. Le printemps était revenu, doucement, presque timidement, comme s'il craignait encore de déranger les blessures de l'hiver. Emma observait les branches bourgeonnantes du cerisier du jardin, un thé chaud entre les mains, assise sur la terrasse où sa mère aimait lire. Chaque matin, elle s'accordait ces quelques minutes de silence. Plus rien n'était comme avant. Et pourtant, tout semblait enfin à sa place. Elle avait rangé les lettres, le journal, les photos dans une boîte de bois qu'elle avait glissée sous son lit. Non pas pour oublier, mais pour préserver. Pour garder, dans l'ombre, ce qu'elle avait mis tant de temps à éclairer. Elle ne revit pas Léa tout de suite. Mais un jour, sans prévenir, elle reçut une invitation. Un vernissage, dans une petite galerie de Grenoble. L'exposition s'appelait « Fragments de silence », un titre qui résonna comme une évidence. Elle s'y rendit seule. Dans la salle blanche aux murs recouverts de mots, de pages collées, de photos floutées, elle comprit. C'était l'œuvre de Léa. Un cri muet, une tentative de raconter l'indicible. Au centre, un grand tableau montrait deux petites filles se tenant la main, sans visage. Et dessous, cette phrase « à celle que l'on ne nomme pas, mais que l'on porte en soi ». Léa était là, un peu en retrait. Leurs regards se croisèrent. Elles ne dirent rien, mais elles se prirent dans les bras, longuement, sans justification, sans question. C'était un pardon sans mots. Un mois plus tard, Emma décida de faire un voyage. Elle partit seule, avec un petit sac à dos, son carnet, et la lettre de Paul dans la poche intérieure de sa veste. Elle parcourut la route jusqu'à la mer, là où ses parents l'emmenaient en vacances quand elle était petite, là où elle avait appris à nager, là où peut-être tout avait commencé. Sur la plage, au coucher du soleil, elle écrivit une dernière lettre, à sa mère, cette fois. « Maman, je t'ai tant aimée, et je t'en ai voulu. Tu m'as laissé dans le noir. Tu m'as protégée, c'est vrai. Mais tu m'as aussi privé de ma vérité. Aujourd'hui, je comprends. Tu avais peur. Tu ne voulais pas détruire ce que tu avais construit. Mais sache que ce que tu m'as transmis, c'est la force de chercher, de comprendre et d'aimer quand même. Je vais bien, maman. Je vais continuer. Et je te porterai en moi, comme une cicatrice belle, vivante, indélébile. Emma. » Elle plia la lettre, la glissa dans une bouteille en verre et la laissa dériver lentement dans l'eau. La mère ne protesta pas. Elle l'accepta. Emma regarda l'horizon. Elle n'avait plus de questions, seulement une paix nouvelle et une certitude. Nous ne sommes pas seulement le fruit de nos parents, nous sommes aussi ce que nous choisissons de devenir. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Emma? Auriez-vous eu le courage d'ouvrir ce journal, de chercher ce père de l'ombre, de pardonner un silence vieux de 30 ans? Dites-le nous en commentaire. Votre avis compte, vos histoires aussi. Si cette vidéo vous a touché, soutenez notre travail. Abonnez-vous à la chaîne Secrètes de Vie, cliquez sur la cloche pour ne rien manquer, laissez un pouce bleu, et surtout, partagez cette histoire avec ceux qui, peut-être, vivent eux aussi
avec un secret enfoui. Car parfois, un simple mot suffit à ouvrir une vérité qu'on croyait à jamais enterrée. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt pour une nouvelle histoire vraie.